une nouvelle vidéo Houdini sur le design de motifs. On a plusieurs outils qui sont intéressants dans Houdini. Il y a d'abord Voronoi, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais un petit récap, si on fait une géométrie. Et que, par exemple, je fais des rosaces, donc je fais un cercle que je vais poser sur le sol ZX. Je vais rajouter un peu de subdiv. Et je vais briser ce cercle. Je vais utiliser fracture. Alors habituellement, fracture, il sert à faire plutôt de la destruction. Comme par exemple avec un scatter de points, hein, on distribue des points sur la surface et on se sert de ces points pour briser l'objet en miettes avec le relax, le nombre de points qui me permettent de régler le nombre de morceaux. Et le relax, voilà. Donc ça, c'est sympa, c'est pour briser, mais si on détourne un peu l'outil, donc au lieu du scatter, si à la place du scatter on met des points bien ordonnés, comme bien symétriques, par exemple avec un cercle sur lequel je vais copier d'autres cercles. Donc on va faire une espèce de rosace. Donc on crée un cercle qui va encore être sur ZX. Voilà, on va choisir un nombre de divisions. Un autre cercle. Et copy to point, on va copier sur les points du premier cercle, les modèles de deuxième cercle. Donc là, on obtient, il y a un problème d'orientation, donc le cercle qui est copié, je vais le mettre sur... Voilà, changer son... On voit tout de suite l'aspect rosace. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a devant nous? On a plein de cercles les uns sur les autres, hein. Ne vous trompez pas. Donc par exemple, si je change la résolution du premier cercle, voilà, on voit bien donc le cercle 3 qui a été copié sur chacun des points du cercle 2. Et regardez ce qui se passe quand j'active Voronoi. Je peux ici déjà avoir un champ de recherche sur, on va dire, un côté un peu mandala, kaléidoscope. C'est Voronoi avec des motifs symétriques. Donc ça peut être très pratique pour faire, je sais pas moi, la rosace sur le sol de votre place centrale, de temple, etc. De ce genre de choses, des vitraux et j'en passe. Moi, je m'en sers par exemple pour faire de la ferronnerie, parce qu'après, on peut aussi smousser tout ça. Et ça me permet de faire par exemple des balcons, des portails à géométrie complexe. Bon, bref, on peut faire énormément de choses. Je crois que c'est pas loin d'être infini comme champ de recherche. Donc, en variant le nombre de points de chaque cercle, les échelles, vous voyez tout ce que l'on peut faire. Et encore là, c'est juste des cercles copiés sur des points. On peut copier des lignes sur les points, on peut copier des cercles et des lignes. Et on peut copier sur des copies à l'infini. Plus on a de points, plus on a de morceaux. Et c'est tout à fait intéressant. Et en particulier quand on essaie de faire entrer le nombre d'or dans ce scatter. Bref, c'est un peu un champ de recherche qui m'est cher. Ça, c'était Voronoi. Allons-y maintenant pour ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vais vous montrer l'utilisation du short space. On fait une nouvelle géométrie. Et ce short space qui sert habituellement à calculer des chemins. Donc le chemin le plus court d'un point A à un point B, c'est le AA pathfinding. Il est basé sur le calcul du coût d'un déplacement. Eh bien, cet outil, lui aussi, va pouvoir être détourné. Alors, un petit exemple. Je vais faire donc un pavé, comme un pavé sculpté, si vous voulez, comme exemple. Et voyons, tout de suite, on commence avec une grille, ce sera le pavé. Donc, pas de subdiv, de 2, taille 1,1. Voilà, j'ai un quad. Je vais bevel un peu les angles, juste pour l'aspect cosmétique, esthétique de mon pavé. Donc, les points sont bevel, voilà. Un léger bevel. Et tout de suite, je vais faire un poly expand qui va me permettre de faire une bordure extérieure. Donc je vais garder l'extérieur, je vais passer dans le mode curve. Très bien. Donc ça, ce sera la partie extérieure.
Le polyextrude qui me permettra de donner un volume en utilisant bien le front, le back, etc. Je coche les créations des groupes qui sont les edge loops front et back que je vais pouvoir bevel dans la foulée en les sélectionnant tous les deux. On nous donne une petite valeur de bevel. C'est juste pour que là aussi ce soit un peu plus joli pour les yeux. Mais aucun rapport avec ce que je vais vous montrer. On est sur la préparation de l'asset. Tout de suite, je sauvegarde un petit répertoire. Je ne vais pas le garder, donc je vais faire à effacer. Voilà, je l'appelle untitled, ça ira. Si vous voulez le garder, vous lui donnez un petit nom bien fancy. Donc ici, j'ai cette surface-là sur laquelle je veux faire mon sculpte finalement. Donc le shortest path, il a besoin de passer par des edges. Il a besoin de calculer le chemin d'un point à un autre en passant par des edges. Donc il faut que je rajoute des edges sur cette surface. Elle est, pour l'instant, vous avez vu, vu qu'on n'a que les contours, on n'a pas grande possibilité. Donc je vais faire un truc radial, ça va partir du centre, ça va aller sur les extérieurs. Donc le mieux, c'est d'utiliser Remesh. Remesh qui va créer des subdivisions triangles sur la topologie. Donc on peut choisir la longueur des edges en fait, donc plus les edges sont courts, plus on a de triangles bien sûr. Et le mieux, c'est le mode adaptatif, en augmentant un petit peu la relative density. On a des triangles un peu désorganisés, ce qui va donner un côté un peu plus naturel. Alors ça dépend évidemment de l'asset qu'on veut réaliser. Si on veut de la pure géométrie, je vous montrerai dans un deuxième temps comment utiliser une grille, mais pour bien comprendre ce que c'est cette subdivision adaptative, c'est qu'en fait ça va rajouter plus de triangles dans les curves. Donc je vous fais une petite démo, donc avec une sphère, en même temps la sphère, enfin oui, ça se voit pas. Bon, forcément tout est courbé de la même manière, donc je vais choisir plutôt, qu'est-ce que je pourrais faire On va faire un plane qui va être subdivisé. Donc, j'enlève la sphère et je recommence avec une grille. C'est pas la peine de le faire, c'est juste pour vous montrer quel est l'intérêt du remesh. Donc je fais un plane, ZX, tout à fait, nickel. Je fais un mountain qui me permet de noiser la position des points, donc de faire un bruit. Donc là j'ai un bruit, et puis je vais appliquer ce mountain dans une certaine zone, donc je vais faire un blend à partir d'un attribut masque. Et je vais peindre le masque avec un paint mask qui va créer un attribut et qui sera fait de manière artistique avec un pinceau. Donc je me mets en mode gizmo, je fais entrer dans le viewport et je dessine. Et à l'endroit où je dessine, je vois apparaître là le noise mountain. Voilà, donc là je booste un peu. Et voilà, maintenant le remesh, vous allez mieux comprendre. Ça va être plus clair de le voir. Regardez. Dans les parties où il y a beaucoup de courbes, il y a beaucoup de triangles pour respecter la topologie. Et les parties où c'est plate, les edges sont plus longs. Donc c'est ça le côté adaptatif. Maintenant qu'on a compris, on met ça en place. Donc je fais un bon petit paquet de triangles pour commencer. Voilà. On va commencer à 50, ce sera bien. Sur la densité relative. Alors là, maintenant, il va falloir que je fasse des groupes. Des points, un groupe de points pour le départ, mais ça va être un seul point au centre. Donc pour sélectionner le point au centre, je vais faire un groupe de base avec une box, et puis les points d'arrivée seront sur le contour de la forme. Donc le premier groupe est un groupe de points qui s'appelle par exemple Start. Je vais enlever Base Group et choisir Bandic Region. Je vais faire une toute petite boîte, toute petite, 0,1, 0,01. Et du coup, ça m'a pris le point central. Super. C'est le point start, c'est là d'où partiront mes shortest paths. Ensuite, un deuxième groupe, je vais le faire en deux temps. D'abord le contour, je récupère tous les contours. Alors pour récupérer le contour, en fait, donc je vais utiliser une option qui se trouve... Alors je décoche Banding et je vais dans Include by Edge et je coche Unshared Edge et ça me permet de récupérer tous les points qui font le contour de ma structure. Ensuite, je vais faire un random, Labs Random. Labs Random, il me permet, lui, de faire une sélection aléatoire. Donc, je pré-filtre le random. C'est pour ça que dans le groupe, je mets contour. Comme ça, c'est le groupe contour qui est randomisé. Et la sortie s'appellera, pas selected, on va la renommer end.
Et donc j'ai start et end à ma disposition. Donc je répète, contour est filtré par le random qui prend en entrée contour et qui fait, grâce au ratio, une sélection aléatoire de ces points. Super. Donc là, ça y est, on va pouvoir mettre en place le shortest path. Find shortest path. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? Eh bien, on va spécifier les points de départ, c'est les points start, les points d'arrivée, c'est end, et on voit un pass. Alors pourquoi un pass? Parce que par défaut, on est en each start to any end, donc n'importe quel point de départ vers... chaque point de départ vers n'importe quelle fin. Moi, je voudrais l'inverse. Je voudrais que ça aille à tous les points d'arrivée. Donc, je vais faire un any start to each end, tout simplement. Donc, je coche sur le output pass cette option pour aller à each end. Et là, je vois tous les points, tous les passes qui ont été calculés. Pardon. Donc là, ça y est, on a un espèce de réseau qu'on pourrait dire un peu racinaire, un peu naturel, finalement, qui a été généré. Alors, il faut savoir que là, on va avoir des choses un peu bizarres, mais on va le voir juste après, je vais vous expliquer. Ce qu'il faut, c'est que je le montre. Alors, première chose, on voudrait éventuellement faire une symétrie. Donc il y a un nouveau node dans Houdini qui s'appelle Mirror and Clip. Donc il coupe et il fait le miroir en un seul node. Très pratique. Je fais une fois sur X et maintenant, hop, je change, je mets sur Z. Et j'ai donc une symétrie sur les deux axes. Voilà, et c'est quasiment terminé pour la recherche du design. Ici, je vais m'amuser à tweaker ça maintenant. C'était un premier exemple. Je vais créer un habillage avec sweep. Je vais mettre le mode... je vais me mettre en ribbon. Allons-y en ribbon. Donc je vais 0 subdiv, colonne 1. Et là, je change l'épaisseur des rubans. Alors, on va choisir une petite épaisseur. On va y aller gentiment. Voilà. Et ces rubans, vous voyez, ils sont de différentes couleurs. Il y en a qui sont backface, il y en a qui sont... Puis surtout, en fait, ils se superposent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est le problème que je voulais évoquer tout à l'heure, c'est que ici, chacune des branches, comme celle-ci, c'est toutes ces terminaisons, en fait, elles ont, pour aller au point central, des sections qui sont communes. Et sur ces sections, ça ne fusionne pas. En fait, chaque tracé se superpose à cet endroit. Donc, sur la première section qu'on voit là, il y a vraiment beaucoup. Il y a toutes les branches en fait qui passent. Ce qui fait que, par exemple, si j'affiche les points, on voit que c'est très brouillon. C'est très flou, tellement il y a de points qui sont superposés. On n'arrive pas à lire la valeur. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est simplifier, fusionner tous ces points du tracé. C'est important dans ce cas précis, en utilisant un fuse qui va fusionner les points les plus proches, avec une tolérance de 0,001, donc c'est assez faible. Donc là déjà on a vu les numéros disparaître, et ensuite un convert line qui va ici simplifier toutes les géométries en utilisant l'option connect path. On se retrouve, regardez, au niveau des primitives, avec beaucoup moins de tracés et surtout quelque chose de plus propre. Donc le reste continue à fonctionner. On a toujours des objets qui se retournent, mais on a moins d'overlap. Non, ce qu'on veut éviter, c'est qu'au point de jonction, vous voyez, on a des faces qui se... qui sont pas jointes. Ici, ça fait des overlaps, c'est pas propre, donc c'est pas grave. Le flow, c'est ça. C'est ce qui fait que derrière, je fais un extract silhouette. Labs extract silhouette. Donc l'intérêt de ce node, c'est que lui, il va cleaner la géométrie. Je vais choisir Z, il va me refaire la silhouette de la shape. Et donc il a nettoyé finalement. C'est beaucoup plus simple que d'essayer de nettoyer le sweep. Donc juste derrière, je rajoute une petite extrude bevel. On va y arriver. Alt glisser mes nodes.
je reconnecte. Donc là, j'ai quoi? J'ai d'abord l'extrude, si j'arrive à sélectionner. L'extrude est un peu fort. Je suis sur le bevel, mince. C'est mal sélectionné, on recommence. Alors, on reclique, voilà, là j'ai l'extrude. Et ensuite le bevel, comme pour le contour de ma shape. C'est marrant, ça me fait comme une araignée sur le motif. Donc le bevel, on va y aller léger, comme ceci. Bon, ok, c'est moche pour l'instant, mais c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne, puisqu'on va faire joli après. Donc moi, je vais récupérer le plane d'origine sans subdiv, et je vais faire une booléenne dessus. Je vais vouloir y ajouter, pas découper, donc... alors le mode c'est surface avec solide, et l'opération c'est une union. Je vais faire un petit offset pour que ça pénètre mieux la surface. Un tout petit offset de 0,01. Voilà. Oh, c'est beaucoup trop. 0,01. Voilà. Ensuite, bon, alors déjà, on n'y voit pas grand-chose. Je vais mettre un node normal pour recalculer les normales. Mais ça, c'est juste déjà pour voir un peu mieux. On voit, il y a du gris overlap. Ça clignote un peu. Ça fait du moirage. Ça veut dire qu'il y a... Voilà. Donc, je passe le mode en solide dans la booléenne. Je suis donc entre solide et solide. Et le plane de départ, je vais lui donner du volume. Extrude, je vais l'extruder vers le bas. Voilà, super. Et ça a creusé. Au lieu d'ajouter, pourquoi? C'est simple, c'est que la forme de gauche, elle est backface. Vous voyez, je suis en union, mais ça creuse quand même. Parce que cette face, elle est gris foncé, donc elle est retournée, donc ça inverse l'opération booléenne. Donc je vais faire ici un retournement des faces avec reverse. Très bien. Et maintenant, la booléenne se comporte correctement. Voilà, on a quasiment terminé, puisque là, maintenant, je vais pouvoir faire mumuse avec mes éléments. Donc, je vais les mettre ensemble. Je vais merge la partie, le contour et la partie centrale. Voilà ce que j'obtiens. Je vais mettre à niveau, je vais faire un center pour aligner la partie centrale avec le contour. Donc, je vais faire un alt-clic pour créer une dérivation. Et utiliser cette dérivation comme point de centrage. Le center, évidemment, je le mets en second input pour qu'il utilise un objet centré avec un autre. Et je centre évidemment sur Y, sur le maximum, et je fais un petit offset pour le mettre un peu en retrait. Et je continue, je vais... alors, l'idée, ce serait de passer par une voxelisation avec beaucoup plus 0,01, beaucoup plus de voxels pour conserver les détails. Donc là, la voxelisation, elle a pour avantage de tout fusionner. Mais bon, avant tout ça, on va se concentrer d'abord sur l'aspect premier, c'est-à-dire le pattern. Donc, ce qui nous a intéressé, c'est d'abord le short space. Et on peut faire beaucoup de choses différentes. Donc le premier truc, c'est le remesh. On a fait beaucoup de triangles, on pourrait réduire le nombre de triangles. Ça rame un peu, mais ça va. Allez, on va mettre 10. Ah, ça a sauté. Pourquoi ça a sauté? Parce que probablement, il n'y a plus rien dans le point start. Voilà, je réaugmente un peu la taille de la boîte pour qu'elle puisse être sélectionnée un point de départ. Ensuite, pour jouer sur le pattern, tout va se passer sur le short space. Le short space, il choisit le chemin le plus court. Mais on va lui dire qu'il va utiliser un coût de déplacement. Et un coût qu'on va pour l'instant mettre random. C'est là aussi où on peut être créatif. Vous voyez, partout, sur chaque point, on va mettre un coût différent. Et comme ça, ça va lui faire contourner certains points plutôt que d'autres. Donc, on va lui dire que le point cost utilise un point cost attribute qu'on va appeler myCost.
Et maintenant, je vais randomiser sur tous les points myCost avec un attribut noise. Je vais dire qu'il existe un attribut qui est float. MyNoise. Ajouter. C'est pas MyNoise, hein, c'est évidemment, c'est myCost. Je me suis trompé. On retourne sur l'attribut, voilà, c'est myCost, voilà, ça fonctionne. Donc maintenant, si je change l'échelle du noise, on voit que ça change les chemins, donc ça change le pattern. Donc si on se remet après la symétrie, voilà, on voit que j'ai des patterns très différents en changeant la size du noise. Voilà un axe de recherche. Bon, on peut évidemment enrichir tout ça, je vais vous montrer un maximum de choses, puisque voilà, on continue, on a le sweep, on va le faire un peu plus large, que ce soit un peu plus visible. Voilà, l'extract, silhouette, super, on dirait une fourmi. Il est passé de l'araignée à la fourmi. C'est très amusant ce qu'on peut faire avec le détournement de certains outils. Et tout à fait passionnant. Donc là, j'avais fait un remesh, donc j'avais des triangles, un truc un peu naturel. Si je voulais plutôt une structure géométrique, j'aurais forcément fait une grille. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici de la subdivision, mais bien avec divide, je vais utiliser le breaker. Donc je décoche les triangles, je coche breaker. Et là, en fait, tout simplement, je vais regarder, si je mets 0,1, je vais rajouter comme ça des subdives. Je vais le faire proprement, en lui disant que je tape une expression. Je vais écrire que bbox, c'est une mesure, ouvrez la parenthèse de la cible, 0, ça veut dire moi-même, virgule. La mesure que je veux faire, c'est la mesure de l'axe X en taille, donc c'est D, majuscule, underscore, X size, D underscore, X size. Parce que c'est la taille sur l'axe X. Voilà, tout en capital, c'est dans la doc. Et je divise par le nombre de segments, 10. Et j'ai donc 10 segments de taille égale. Sur Y, rien. Et sur Z, la même chose, mais je vous laisse deviner, c'est bien Z size que je mesure. Et j'ai donc fait une grille parfaite. Donc le divisé par 10, c'est 10 segments. Donc là, je refais la même chose. Je branche à la place mon élément. Et voilà, tout fonctionne de la même manière. À part que le chemin que prend le short space est différent, puisque maintenant il fait des angles droits finalement, il ne passe plus par des triangles. Donc voilà le genre de pattern qu'on peut avoir. On est plus, c'est marrant, on dirait des motifs un peu aztèques par moment. Donc là aussi un champ de recherche là-dessus entre le ratio random, si on veut plus ou moins de edge, le cost, l'échelle pardon du bruit, du coût du déplacement. Et voilà ce que vous pouvez obtenir facilement. Donc, tiens, là on dirait que j'ai un petit problème de symétrie. Le côté droit là, il manque un petit morceau. Je ne sais pas si vous voyez ici là. Donc il y a un petit pépin dans mon flow. Je remonte. À quel moment ça saute tout ça? Je remonte jusqu'à trouver le moment où j'ai encore tout. Donc là c'est déjà cassé. Ok. Mirror. Et là ça saute. Ok. Le deuxième mirror, ça fait sauter. Est-ce que c'est à cause de la fusion des points, là, les Consolidate Sims? Non. Non, je déconnecte, ça fait toujours la même chose. Donc c'est probablement le problème vient de plus haut, à cause du fuse et du convert line, j'imagine. Ça vaut le coup d'essayer de les désactiver. On va désactiver les deux, celui-là et celui-ci. Et voyons... Ah, effectivement, la symétrie est revenue. Donc, il faut quand même les garder, mais on va les mettre après les miroirs. On voit que ça crée un problème de le faire avant. Donc, on va lui laisser faire les mirrors et ensuite, on va fusionner et convert line. C'est bon, c'est réparé.
là, on n'est pas mal du tout. Polyextrude, on recrée le volume, ça marchait déjà, on va merge l'ensemble. Et les voxels, on va les enlever, je vais vous montrer un truc un peu mieux. D'abord, je vais adapter esthétiquement ça pour que ce soit plus sympa. Donc le Swift, je vais élargir un peu les tracés, voilà, comme ça. Faire un peu plus épais, l'extrusion, c'est ok. Bon, c'est bon, ça ira, ça suffira. Donc là, après avoir fait ça, je pourrais, par exemple, Edge Damage. Alors, Edge Damage, ça sert à abîmer les angles. Ça permet de faire une espèce de fausse usure. Donc, on passe en voxel. Donc, ça rajoute beaucoup de subdivision. Ça a un énorme avantage. Ces voxelisations, c'est que ça nettoie le maillage, de toute façon. Donc là, je fais Visualize et on voit les endroits où ça abîme. Alors, c'est peut-être mieux de l'avoir indépendamment. C'est-à-dire un Edge Damage pour le motif et un Edge Damage pour le contour, pour avoir un meilleur contrôle. Donc là, je vais mettre, voilà, ici, avant de fusionner, là, je vais gérer d'abord la partie centrale, comme ceci. Donc je vais Visualize, et puis on va faire un peu moins de amount de... Je vais rajouter des voxels. Allez. Voilà, donc plus de définition. Tout petit peu moins de noise. Changer un peu la height. Un petit peu trop, essayer de trouver une valeur. Allez, 0,3. Ok, vendu. Ça ira pour démarrer. Ça là. Ouais, c'est pas mal. Ça a bien esquinté. Je peux aussi décocher. Enlever du smoothing itération si j'ai envie que ce soit un peu moins lisse. Parce que vous voyez, en bas, là, à la jonction, ça a quand même fait des. Ça a tout lissé, la voxelisation lisse. Donc j'enlève le smoothing pour que ça reste un peu plus dur. De toute façon, je vais revoxeliser à la fin. Donc, alors, le contour. On fait la même chose, on fait un petit réglage. Donc là, pareil, je vais peut-être augmenter la subdiv, donc baisser la voxelisation pour avoir plus de densité. 1.5 en amende. Ah, c'est peut-être plus assez. Voyons, 2. Ouais. C'est ok. Je vais monter un peu la résolution, éventuellement. Ouais, ça me va. La 8, allez, 0,25. Oups, misclick, voilà. Donc ça fait beaucoup, mais ça peut être pas mal. Voyons ce que ça donne. Les deux ensemble. Ah si, c'est pas mal. Allez, on va dire que c'est un bon point de départ. Là, je ne vais pas itérer non plus très longtemps. C'est à vous de jouer avec. Attention à tous ces paramètres de damage. Si vous les mettez trop proche de 0, vous pouvez faire crash. C'est toujours mieux de taper les valeurs que de jouer avec les sliders. Vous pourriez créer l'accident, ou alors en tout cas de bien sauvegarder. On est à 275 000 points. C'est énorme. Mais c'est normal, on est en train de faire le high. En fait, on est en train de simuler une espèce de passage d'un ZBrush procédural. Donc c'est normal que ce soit lourd, il nous faut de la densité pour créer du micro-détail. Le remesh grid que je mets en place maintenant, lui, il va permettre de fusionner les deux pièces ensemble. Donc il doit être quand même très élevé. On va mettre 0,002. C'est un peu long à calculer, mais voilà, pour conserver les détails quand même, un minimum. Donc le fait de voxeliser ici me fusionne la partie centrale avec la partie extérieure pour que ça ne fasse qu'un seul mesh connecté. Donc voilà, là j'ai bien abîmé ma topologie. Et je vais utiliser un mesh sharpen maintenant pour aiguiser, on va dire, les meshs pour les rendre plus affûtés. Donc le mesh sharpen, attention, par défaut en général, voilà, il est un peu violent. Vous voyez, il fait des artefacts parce qu'il sharpen trop fort. Donc c'est simple, il faut y aller mollo. Donc d'abord je mets du smoothing, je baisse le sharpen, je mets du smoothing et là je remonte le sharpen. Et j'essaie de trouver un juste équilibre jusqu'à ce que visuellement ça me plaise. Donc déjà vous voyez les artefacts là ils ont disparu. Alors je veux pas non plus que les edges soient ultra aiguisés. Regardez ce que ça donne le sharpen. Je vais essayer de le montrer. Voilà, en le montant, vous voyez.
J'ai mes edges qui se renforcent, qui deviennent de plus en plus marqués. Donc, allez, essaie de trouver un petit réglage qui va bien, mais sans se prendre la tête trop longtemps non plus. Si vous avez compris, vous prendrez le temps qu'il faut pour faire quelque chose qui vous plaît. Mais voilà, allez, c'est OK pour moi avec ce réglage-là. Donc finalement, j'ai ici un genre de fichier AI qui fait 1,4 million quand même. Donc, c'est pas rien quand même. Même avec du Flow Nanite, tout ça, si c'est un pavé, le pauvre, ça picote. Hein. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre un nul et dire ça, c'est mon high, pour histoire d'avoir un repère dans mon network. Je continue. Je vais générer le low à partir du high. Donc je refais une voxelisation. Je vous montre le flow que j'utilise moi. Il y a plein de flows différents. Donc en fait, là, je vais refaire un genre de blob, c'est-à-dire je vais refaire une forme qui colle, mais avec moins de subdiv. Donc en fait, ce remesh, il est tombé à 55 000, vous avez vu, regardez, il y a beaucoup moins de points, pourtant, si je superpose les deux, on voit que c'est quand même assez conforme, il respecte quand même bien la topologie, mais il est encore un peu trop high, 55 000 c'est beaucoup. Donc il faut maintenant le réduire dans sa version définitive, avec un Polygon Reduce, une réduction de polygone classique. C'est ce que j'utilise toujours pour faire mes générations de lots. Une voxelisation, on va dire intermédiaire, suivie d'une réduction de polygones. Donc là, je me mets en output polygone count pour pouvoir choisir le nombre de polygones, 1500, et je tombe sur un mesh à 1500 polygones précisément, qui a un petit problème de lissage, vous voyez ces zones noires. C'est pas très grave, mais on va mettre un petit node normal, et vous voyez que ça respecte assez bien la topologie en utilisant ce principe de voxelisation intermédiaire et polygone réduction. Donc, alors, un petit node normal parce que ça pique les yeux, ces taches noires, voilà. Donc là, bah, évidemment, c'est le lot, donc il lui faut des UV, et c'est là que ça pêche un peu en procédural. Donc on va faire des UV automatiques avec Labs Auto-UV. Les UV automatiques, comme tout le monde le sait, et c'est pas encore ça. Donc c'est des vrais UV, c'est des UV dépliés, utilisables, mais pas une énorme optimisation de l'espace UV. Malheureusement, c'est le gros défaut du procédural, c'est vraiment les UV. Donc ici, je me mets en viewport, 7 UV viewport. Voilà, j'ai scindé mon écran en deux. Voilà la tronche de mes UV, donc vous voyez, il n'y a pas de quoi se rouler par terre, c'est pas dingue, mais c'est déplié. Donc bah quand même vite fait, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des UV en automatique? On peut par exemple dire qu'on fait plus de coupes en baissant le merge threshold. Si on baisse ça, on l'autorise à faire plus de morceaux finalement. Donc voilà. Donc ça c'est bien quand on se retrouve avec des overlaps, ça permet de s'en débarrasser. Mais qui dit beaucoup de morceaux, beaucoup de islands, des îlots. Ah oui, alors on peut cocher merge small island. Comme vous venez de voir, ça recolle les petits morceaux. Donc ça permet d'avoir moins d'îlots. Parce que trop d'îlots, c'est des pixels perdus, puisque comme on doit laisser de l'espace entre les îlots, plus il y a d'îlots, plus il y a de pixels perdus qui servent à faire le padding. Et pixels perdus, c'est de la résolution en moins pour la map. Donc des fois on n'a pas trop le choix, mais sinon c'est quand même ça qu'on cherche à utiliser. Il y a plusieurs modes de calcul. Il y a le shortest path, pour la détection des cuts. Le cluster, donc là, le cluster il trouve des zones d'incidence. Le unwrap, voilà, il va faire un dépliage. Comment dire, 6 faces, s'il y a une espèce de cube. UV unwrap. Et donc voilà, en fait il n'y a pas de règle. Il faut faire selon l'asset. Il faut essayer, mais bon, ça reste procédural, donc ça reste perfectible, disons. Donc là j'ai un seuil pour refusionner, vous voyez, donc avec un unwrap de 6 et un merge de 0,025, j'obtiens un truc avec des îlots pas trop abusés. Je vais aller dans UV, display, je vais montrer les overlaps et les distorsions.
Et évidemment, vous voyez, il y a du bleu et du rouge, donc il y a des contractions et dilatations du V. Il y a même un endroit où c'est très rouge, donc c'est très dilaté, donc c'est pas fou. C'est normal, hein, vous avez vu la partie qui a les contractions, c'est la partie centrale. Vous avez vu la tronche de l'UV par rapport à la tronche de la géométrie, on voit très clairement que ça ne correspond pas. C'est évident. Donc c'est normal tout ça, on viendra probablement le retaper après cet UV. Là je fais un node low, donc j'ai ma sortie, mon high et mon low, généré procéduralement. On met des nodes FBX pour maintenant exporter les géométries indépendamment. Je vais renommer les deux, je vais appeler ça pavé. Underscore, on va commencer par high. Voilà, donc les deux s'appellent high. Maintenant, j'ai plus qu'à renommer l'un des deux et le suffixe underscore low. Ok, donc je sélectionne les deux nodes, je fais save to disk, ça m'exporte les deux fichiers. On va dans Painter. Voilà le flow. Des voxelisations. Les voxelisations sont toujours un peu lourdes pour le traitement. Elles empêchent, vous voyez, quand je régénère, elles empêchent d'avoir un truc instantané. Il faut que j'attende le calcul de toutes les voxelisations. Donc voilà, le edge damage, le voxelize en particulier, mais aussi le dépliage des UV prennent un peu de temps. Donc quand c'est comme ça, le mieux c'est de se faire une petite sortie de prévisualisation avant que ça devienne lourd. Donc le flow il vient lourd après les edge damage, donc je vais me placer avant. Et je vais faire une petite sortie ici qui servira juste à travailler mon maillage. Je vais fusionner les deux parties qui sont encore low polygone à ce stade. Et faire une sortie que je vais appeler prévise. Je vais faire C comme couleur pour afficher la palette. Et je vais teinter ce node en vert. Voilà, et là c'est instantané. Maintenant je sais que le mode prévise me permet de tester voilà, mes patterns sans que ça rame. Donc en gros c'est en deux étapes, on choisit le pattern et après on génère les maillages. Alors j'essaie d'en trouver un bien. Allez, let's go pour celui-là. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme contrôle? Le fuse, le mirror. Voilà ce que ça donne au niveau du short space. Double mirror, le convert. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà une petite option supplémentaire. On pourrait smoother. Je rajoute un smooth. Donc évidemment, ça lisse les courbes. Donc on passe d'un truc qui était carré à un truc un peu plus incurvé, qui pourrait être suivi d'un resample pour encore plus lisser si on le souhaite. Donc voilà, ça dépend de ce qu'on veut comme genre de shape. On pourrait aussi avoir un bevel, éventuellement. Donc on pourrait bevel quoi? Les points. Et voilà, si je bevel, ça va aussi arrondir, mais un peu moins que le smooth, ça va. Voilà. Voilà ce qu'on peut obtenir. On pourrait combiner les deux, on pourrait faire des groupes pour dire qu'on bevel que certains endroits qui sont random, etc., etc. Donc là, je retourne sur mon lot, je génère le mesh final. N'oubliez pas que si le lot est généré, voilà ce que ça donne avec le lot et ses UV. Voilà ce que donne le high. Super. Bah, dans Painter, je vais réouvrir le dernier export. New, Select, on va aller chercher le lot. Dans mon dossier démo, pavé lot, ouvrir. Let's go. Voilà mon maillage lot, je vais béquer. Je vais chercher le high. Je l'injecte dans la liste des High Definition Meshes. Il ne reste plus qu'à lancer. Alors, bah, charger, hein, évidemment, 1 million et quelques, ça prend du temps. Voilà, la cage est peut-être un tout petit peu trop épaisse. Vous voyez la distance hein, sur laquelle il va aller chercher la tolérance. Hein. Je réduis.
Les overlaps rouges, alors je réaugmente un peu la distance de cage, encore un peu. Pas facile de trouver la bonne valeur, hein. Il faut un petit peu ici, méthode empirique, hein. Voilà, voyons. Voilà. Négliger peut-être cette face-là, mais sinon augmenter encore un tout petit peu. Allez, on va commencer. Voilà. Allez, on y va, on bec. Je pense que de toute manière, là, il aurait peut-être fallu reprendre un peu le lot et la voxelisation intermédiaire pour affiner un peu la topo. Mais voilà, le bec se fait, c'est quand même assez rapide. Mettre, c'est terminé. On va mettre quelques... Oui, ça a l'air correct. Je vois pas trop d'artefacts. Il y a quand même des coutures UV qui apparaissent. Je vais agrandir un peu la cage. 001, bec. On voit en couture en violet, hein, les coutures UV. C'était pas... Dans ces UV automatiques, c'est pas toujours très foufou. Ok. Return. Je vais mettre un petit matériau. Smart, j'en ai un qui s'appelle Stone. Il est tout bête, il est 100% procédural, hein. Il est basé sur curvature, occlusion et un peu de edge damage, je crois. Voilà, ça permet de voir un peu ce qu'on peut obtenir. Donc voilà, petit design pattern assez simple, mais plutôt efficace. Donc avec ça, vous pouvez itérer un certain nombre de fois. Vous revenez dans Houdini, vous modifiez le pattern, vous réexportez, vous en faites d'autres, et ainsi de suite. Donc là, par exemple, ce nouveau pattern, je l'exporte. Ok. Donc là, vous pourriez mettre en place des mécaniques pour exporter des trucs par lot, en faire des centaines, des milliers par jour. Mais l'idée, c'est surtout d'explorer un peu le design des motifs avec ce short space. Et éventuellement, après, de le combiner. Donc là, je suis revenu dans Painter, je mets à jour le mesh pour récupérer le nouveau. Et le high a changé, donc évidemment, faut recharger une deuxième fois le high. Voilà, lance le bec. Et voilà, un deuxième asset avec un pattern différent. Return. Ok. On tourne dans Houdini, et ainsi de suite. Beaucoup de choses à faire hein, ici. Je vous ai montré le smooth, le bevel. Je vais remettre tiens, le smooth, histoire de changer un peu. On va exporter une version voilà, avec le smooth. Je vais essayer d'en trouver une autre. Je vais jouer un peu avec nos paramètres. Donc ici, changer un peu le ratio. En avoir plus. Voilà, pourquoi pas celui-ci. Jouer sur le cost. Trouver un noise. Allez, celui-là me plaît. Vendu. Je retourne en bas, je reclique sur le lot, ça recalcule tout. Ah oui, les couleurs. J'appuie sur C. J'ai fait apparaître la palette des couleurs avec C. C'est très pratique. Il faut que la souris, par contre, soit dans le network, hein. Les raccourcis dans Houdini sont relatifs au contexte de la souris. Donc les notes qui m'intéressent, je vais les mettre en rouge. C'est ceux qui me servent à faire des réglages. Ça me permet de les retrouver plus rapidement. Je leur donne une coloration comme ça. Donc le random, le noise. Déjà, c'est un bon point de départ, mais voilà, le bevel, le smooth, la valeur de smooth, tout ça
pourrait être mis en paramètres et ce n'est que effleurer le sujet, cette petite vidéo de bientôt 1 heure. C'est une piste. Alors moi, ce que je fais en général, c'est que je rajoute aussi un peu de Montaigne. Je casse aussi, par exemple, cette forme-là de contour, avant qu'elle passe dans le bevel, c'est-à-dire après, ici, quelque part entre les deux. Je peux utiliser un fracture, mais un matériel fracture. Le matériel fracture permet d'utiliser des presets de matière, comme du verre, du bois, du béton, pour casser l'objet. Donc là, j'insère ce node, ça mouline. Donc voilà le résultat. Vous voyez ici, il y a des edges de plus qui sont apparus. On peut visualiser les pièces attributes qui sont des names. C'est des names avec ce node là. Voilà. Donc là on voit les différents morceaux qui ont été générés. Donc là on peut faire une boucle for pour chaque morceau et lui dire qu'on fait un edge damage, c'est pas mal. Plutôt que de faire le edge damage final, ou alors un petit bevel et de laisser le edge damage final. Le tout, c'est qu'on puisse voir les edges. Vous voyez, là, je mets un peu de noise dans la partie detail pour que l'endroit où c'est cassé soit un peu distordu. Ensuite, je fais une boucle pour chaque, for each connected piece. Et pour chaque connected piece, je peux mettre mon bevel qui était là-haut, le mettre ici, ce qui va faire en sorte de faire un léger retrait pour chaque pièce. J'augmente un peu. J'enlève le groupe. Voilà, vous voyez, entre chaque connexion, ça a créé ici des petits artefacts, des petits bruits. C'est pas très propre, mais c'est pas grave. En fait, ça va être nettoyé par la voxelisation en dessous, par le damage. Donc maintenant, j'active le damage et normalement, on devrait voir apparaître les stries. Si c'est pas le cas, si on les voit. Et elles risquent d'être mises en valeur un peu plus tard par le Sharpen, qui va un peu plus marquer ces zones. Bon, voilà, ça fait finalement du bruit en plus, des marques supplémentaires sur l'objet. Mais ça, c'est un autre sujet. En fait, là aussi, on peut utiliser plein d'autres méthodes. Par exemple, plutôt que de bevel, de faire dans la boucle for le edge damage pour chacune des pièces. Voilà ce que ça donne au final. Allez, je relance un export. Je sélectionne mes deux nodes ROP FBX et je fais un save to disk. Et je patiente, ça y est. Je retourne dans Painter. Réimporte mesh. Je réimporte le lot. Voilà, les UV sont éclatés parce que évidemment la projection n'est plus la même. Je reviens dans le baking pour relancer. Le high a changé aussi, donc rechargement du high. High qu'il faudrait éviter de faire monter à plus de 3 millions parce que ça devient insupportable après. À moins que cas particulier, vous fassiez du micro détail, mais voilà. Alors on lance le baking. Je vois un artefact ici. Voyons. Je vois un artefact d'UV probablement. Je vous en avais parlé, mes UV, le fait de ressouder les UV, ça marche parfois avec certains et beaucoup moins. Ouais, vous voyez l'artefact là. Donc là, c'est probablement qu'il y a un overlap ou une grosse distorsion à cet endroit. Donc je retourne dans Houdini, je remonte un peu mon flow UV. Alors, auto UV, qu'est-ce qu'on avait? On avait ça. Alors on affiche les overlaps, on affiche tout. Mais là, je pense que de toute façon, vous voyez, la pièce centrale, elle ressemble à rien, quoi. C'est pas du tout. C'est évident que ça correspond pas. On va enlever le merge déjà, vous allez voir. Donc là, j'ai moins d'îlots qui sont soudés, donc j'ai moins de distorsion. Save to disk, je mets à jour que le lot, le high n'a pas changé. Et je rebake avec les nouveaux UV. Et voilà, l'artefact semble avoir disparu. Ouais, c'est bon. Donc c'était juste un problème d'UV. Donc les UV, c'est bien de fusionner les îlots. Hein. Mais comme ça dépend un peu de la topologie de l'objet, il y a des fois ça a marché, des fois non. Donc c'est le problème des UV en procédural. Voilà, ça c'est mon dernier asset et ainsi de suite. Voilà une manière de créer des patterns, des motifs
grâce au short space. Le dernier truc que je voulais montrer, c'était absolument avant le Image Grid. On peut injecter un petit mountain pour ajouter des détails, parce que sinon l'objet est quand même assez flat. Ça dépend du style visuel qu'on veut. Donc le mountain, bah, voilà, il fait du noise sur les positions, donc on réduit 0,01 un petit peu plus. Voilà. Et donc on l'ajoute et on va mettre positif, donc le noise va s'ajouter uniquement. Et ensuite on va jouer sur le pattern, on va prendre un Cellular F2 F1 de chez Worley qui va nous faire des motifs de pierre. Je baisse un peu l'échelle, enfin j'essaie de trouver une échelle en tout cas. Allez, 0... autour de 0,5, ça a l'air pas mal. Vous voyez dans le reflet, on voit bien les micro-détails qui ont été ajoutés. Je vous les montre, voilà. J'essaie d'ajuster un peu mon échelle, c'est parfait. Voilà, bah ça en fait, ça va rajouter un peu de détails supplémentaires sur la surface, sachant que ça va être Sharpen. Le Sharpen risque de révéler un peu mieux ces nouveaux edges. Vous les voyez dans le reflet. Voilà. Ça fait plus de détails, ça aussi. C'est important, je l'utilise assez régulièrement. Et puis d'autres techniques comme le Reshape VDB avec des nuages, avec des noises de fog VDB qui permettent de faire de l'érosion, de faire de l'état de surface. C'est pour les micro-détails que je fais ça. Voilà. Si on veut rendre par exemple la pierre plus poreuse. Mais ce n'était pas le cas là, puisqu'on a, je ne sais pas si vous voyez, mais on pourrait avoir par exemple du fold. Si on veut révéler un peu plus les edges comme ceci. Voilà, essayer de trouver un réglage. Ok, là c'est pas mal. Le wrapping est une option intéressante à explorer aussi. Alors je réexporte une dernière fois. Je vous promets c'est la dernière, mais je pense que là j'ai montré quand même pas mal de choses. L'essentiel c'était quand même le short space et cette version un peu détournée de l'outil, hein, en utilisant des symétries. Donc c'est pour ça que je disais qu'on est un peu dans le principe du kaléidoscope, hein, comme un jeu de miroirs, qui sont finalement ici utilisés, mais on pourrait faire des miroirs peut-être plus travaillés, avec des angles, qui ne sont pas que des angles de 90 degrés, donc une double symétrie. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes à explorer. C'est un champ de possibilités pas loin d'être infini. Allez, dernier test avant de vous laisser. Donc je réimporte le mesh, je retourne dans le baking, nouveau high, donc on recharge le nouveau high une toute dernière fois. C'est juste pour vous montrer le résultat avec le mountain, vous allez avoir un état de surface un peu plus avancé, sachant qu'après on peut aussi bien sûr ajouter un noise dans la 8 dans Painter directement. Donc c'est pas tellement le sujet d'aller ici ajouter des micro-détails, c'est juste abordé de manière superficielle dans cette vidéo. Voilà, j'espère que tout ce qu'on a vu pourra vous être utile et que vous allez pouvoir créer de jolies choses avec tout ça. À bientôt pour une autre vidéo.